Les chasseurs guyanais toujours opposés à l'instauration du permis de chasser en Guyane. Ils souhaitent une carte de chasse plus flexible et selon eux plus adaptée aux réalités guyanaises. Ils en ont parlé ce matin avec les parlementaires. Pas de grogne contre la réforme de l'université chez nous en Guyane. Si les étudiants comprennent les raisons de l'opposition, ils ne se sentent pas directement concernés. Nous y reviendrons. Et puis un mot d'alimentation dans votre journal. Les enfants aiment-ils les aliments bio ? Véritable rempart contre la malbouffe ou simple effet de mode à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette demi-heure d'information. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. À la une ce soir, le collectif des chasseurs toujours vent debout contre l'instauration du permis de chasser qui est intervenu en début d'année. Selon eux, ce permis est incompatible avec la tradition de la chasse locale. Ils craignent pour les droits des populations autochtones, notamment amérindiennes. Ils réclament plus de flexibilité. Ce matin, le collectif des chasseurs a rencontré les parlementaires pour faire le point. Reportage de Pierre Tréfou. C'est avec le visage inquiet que les acteurs de la chasse ont été reçus aujourd'hui par les élus. Formation, contrôle des armes et taxation. Beaucoup de points divisent sur ce nouveau permis de chasse. Les chasseurs, rassemblés en collectif, sont venus faire part de leurs inquiétudes sur la mise en place de ce permis. Ils souhaitent le remplacer par une carte de chasse qui, selon eux, serait plus adaptée au mode de vie du territoire. Il faut une réglementation. Il faut réguler la chasse, il faut mettre en place les dispositifs pour permettre aux chasseurs de se former. Ça, sur ce point-là, on est d'accord. Mais nous imposer un permis comme celui de l'Hexagone avec une redevance annuelle à payer pour valider ce permis, là on dit non. Parce que pour le moment, on nous dit qu'il y aura une loi spécifique à la Guyane concernant la chasse, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées derrière qu'on ne nous dit pas et que nous sommes en train de découvrir au fur et à mesure. Du côté des élus, la priorité est la modification de la loi, afin qu'elle soit mieux adaptée à la Guyane et à la Constitution française. Mais c'est aussi l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'organisme en charge de la mise en place de ce permis, qui est pointé du doigt. Nous avons des populations qui, notamment dans l'intérieur et même parfois sur le littoral, qui ont cette culture de la chasse, qui vivent de ça. Nous avons les peuples autochtones, les Bushinengue, qui ont toujours vécu d'une certaine manière. C'est dans la culture de notre territoire. Et donc, pour pouvoir sortir un bon texte ou sortir quelque chose qui colle à la réalité du territoire, je crois qu'il aurait fallu un maximum, en tout cas plus de concertation. Et donc, nous ferons en sorte de changer certaines choses et puis de reconnaître s'il y a eu des erreurs dans le passé, de pouvoir les corriger. Le permis de chasse sera délivré gratuitement jusqu'en 2020. D'ici là, une concertation entre chasseurs est prévue pour fixer le prix définitif ainsi que la mise en place d'un dispositif de chasse accompagné dès l'âge de 14 ans et demi à partir de 2020. Et notre invité du jour est Rodolphe Alexandre. Bonsoir. Bonsoir. Merci, président de la CTG, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, sur le permis de chasse que l'on vient de voir, le permis de chasser pour être exact, en janvier dernier, vous avez rencontré Xavier Guillot et Patrick Cossé de l'association de chasse de Sinnamary. Ils vous ont parlé de leur alternative au permis de chasser, qui est la carte de chasse. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur proposition ? Eh bien, nous sommes en discussion avec l'ensemble des collectifs qui portent la problématique de la chasse. Et c'est ma collègue Céline Régis qui donc a ma délégation pour poursuivre les débats. Il est certain qu'il faut continuer la concertation, il faut continuer le dialogue parce qu'on ne peut pas accepter une loi placardée qui ne touche pas à nos spécificités, en particulier pour les peuples autochtones, Bushinengue, voire même pour les professionnels de la chasse, et qui par ailleurs pose également la question faunistique, la question des gibiers, des animaux, et en dernier ressort, les transports et le port d'armes. Je crois que c'est encore trop tôt, il faut laisser le débat. De toute façon, la collectivité donnera son avis, puisque nous avons été saisis et nous allons émettre cet avis. Autre mouvement de grogne en ce moment, les agents de la CTG de l'intérieur du pays, du Haut-Maroni, du Bas-Maroni, demandent une amélioration de leurs conditions de travail, ceux du Haut-Maroni, donc notamment les matériels informatiques, etc. Vous êtes rendu récemment à l'intérieur du pays. Est-ce que vous avez pu les rencontrer ? Ah, tout à fait. Pour l'instant, j'ai fait tout le territoire de l'Ouest, en particulier Mana et Saint-Laurent. Prochainement, je vais me rendre sur Maripasoula, Papaïchetan et Grand Senti.
Alors, il est certain qu'on n'a pas fait d'inventaire quand on a construit la CTG. Et en l'occurrence, il y a un retard structurel, il y a des difficultés en termes de connexion, de communication sur le haut débit, sur la téléphonie, c'est des points sur lesquels nous travaillons, en particulier sur la loi Macron. Nous pouvons garantir qu'en 2018, avec le maire de Saint-Laurent, il va y avoir le très haut débit qui sera implanté sur l'Ouest. Parallèlement à cela, je dois revoir la problématique des ressources humaines, la logistique, je dois revoir également les caïds, où nous avons assuré à chaque directeur une autonomie financière, de façon à pouvoir intervenir. Et puis enfin, je pense qu'on a réussi à apaiser les ressentis au niveau des enseignants, des parents d'élèves, des principaux des différents collèges, pour mettre en place une vraie stratégie du rattrapage de leur retard structurel, de leur modernisation, de leur extension. Et la très bonne nouvelle a été d'annoncer que le collège 6 va enfin sortir en appel d'offres. Donc mon prochain déplacement sera pour le maire et son conseil municipal pour présenter les maquettes du collège 6. Est-ce que vous avez sous-estimé les besoins en ce qui concerne l'intérieur du pays? En tout cas, c'est ce que pensent les syndicats. Ah non, pas du tout. Et ça, c'est faux, c'est à la limite un mensonge. Il faut admettre qu'il y avait deux cultures. La culture de l'ex-région, qui était nettement avancée en termes de numérique, en termes de ressources humaines, en termes de logistique, et la culture, on va dire, de l'ex-département, qui avait de gros retards d'infrastructure. Lorsqu'un bâtiment s'effondre sur les travailleurs, moi, je n'étais pas là. Donc, je dois prendre en compte cela, d'où le fait qu'on va reconstruire, par exemple, le caïd de Mana, et même le personnel de Mana a été transféré dans le bâtiment Maison Ider, totalement neuf, où les salariés sont particulièrement heureux. De même qu'à Saint-Laurent, nous avons un bâtiment de la PMI qui va être totalement réhabilité pour pouvoir abriter tout le personnel. Donc, nous avons comme défi la mutualisation, l'alignement des grades, l'avancement des échelons et en même temps surveiller la masse salariale et autant que faire se peut, recruter donc de nouvelles personnes. Dans le volet sportif, sans aide du comité olympique, des athlètes ont lancé un appel à dons pour récolter 18 000 € nécessaires pour participer à une compétition internationale. Bruno Riquel, l'entraîneur de la sélection guyanaise d'athlétisme, explique la situation au micro de Jonathan Lariot. Nous l'écoutons si vous voulez bien et nous revenons juste après. Le problème qu'il y a, c'est qu'en Martinique et en Guadeloupe, ce déplacement est financé par les différents CROSS, donc le comité régional olympique. Et chez nous, pour l'instant, le CROSS Guy nous a fait savoir qu'ils n'ont pas les financements, parce que bon, ils sont financés par les collectivités. Et a priori, ils n'ont pas les financements. Donc on a réuni un petit collectif d'entraîneurs qui, à la base, on est là pour entraîner. Mais comme malheureusement le financement n'est pas fait, donc on essaie de créer une dynamique pour pouvoir trouver des financements pour pouvoir participer. En gros, on a estimé vraiment strict minimum, on a estimé à 18 000 €. Donc c'est le montant qui sera le strict minimum pour pouvoir y aller. Donc on sait qu'il y a le rugby qui doit participer, il y a le taekwondo, il y a aussi le pentathlon moderne. Donc je ne sais pas où ils en sont au niveau des financements. Donc on essaie de se réunir pour pouvoir faire un seul collectif, pour pouvoir aussi passer en même temps, revenir en même temps. C'est des jeux, donc l'idéal c'est vraiment que ça va être organisé par la Guyane. Et pour l'instant, chacun travaille de son côté et on essaie de voir par quel moyen on va arriver. On va se rapprocher maintenant des collectivités pour savoir où ça en est, de la DGCS pour savoir où ça en est. Et puis maintenant, nous on est surtout à la recherche de partenaires privés parce que on sait qu'ils sont hyper sollicités par rapport aux différents sports. On comprend bien, mais c'est une compétition quand même de haut niveau, c'est des jeux. Et on espère qu'on prendra compte, parce qu'on estime quand même que l'athlète a des bons résultats. Les jeunes font le travail, donc ils s'entraînent très dur. On espère que maintenant les financements vont suivre. Êtes-vous prêt à les aider? Oui, enfin nous sommes en train, mon collègue vice-président Labrador travaille ce dossier. Je dois échanger très prochainement. Il est certain qu'on va participer. Mais il faut noter, madame, qu'il n'y a que la collectivité territoriale aujourd'hui qui apporte ce soutien au sport de haut niveau. Il y a moins de 3 jours, ce sont des jeunes de l'IUT qui sont partis faire un challenge de la voile. Il y a à peu près 4 jours, c'est une dizaine de sportifs bodybuilding qui sont partis pour une grande compétition chaque année. Donc ce que nous demandons, nous, c'est une programmation de façon à avoir une lisibilité, d'avoir un rapport aussi du service qui a été rendu, un contrôle budgétaire. Aujourd'hui, nous, la CTG, nous sommes positionnés sur des conventions d'objectifs avec les comités, les fédérations, avec les ligues. D'ailleurs, très prochainement, vous verrez, puisque mon collègue Labrador va faire, on va dire, une synthèse des subventions qui ont été accordées, des contrôles qui maintenant vont être faits, et également de voir les résultats qui sont obtenus. Donc, c'est une question qui tout récemment nous est venue.
Elle n'a pas été programmée dans les conventions d'objectifs, donc nous allons essayer de répondre au mieux. C'est un défaut de calendrier finalement, ils s'y sont pas pris Programmation, assez tôt. surtout, Programmation. de programmation. On va passer à un tout autre volet, celui de la Montagne d'Or. La CTG va bientôt entrer dans le capital de la société. Où en êtes-vous en ce moment exactement? Alors, permettez-moi, dans Si le vous temps voulez qui bien m'est imparti, on ne va pas rentrer pour l'instant dans le capital. Alors, nous n'avons pas donné de chèque en blanc à la Montagne d'Or. Nous sommes en négociation. C'est un projet. Mon rôle, non. J'ai donné ma position, Rodolphe Alexandre. Maintenant, mon assemblée, majorité, opposition, va devoir statuer. Il va y avoir un vrai débat. Quel est l'impact au niveau de la formation, de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la fiscalité, du budget? Un débat serein pour que chacun assume ses responsabilités et se prononce. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec eux. Par exemple, nous voulons savoir quelles sont les vraies retombées en matière fiscale. Où se trouvera le siège social, de façon à voir quel est le retour de l'imposition en termes de société. Quelle sera la redevance qui sera accordée aussi bien aux mairies, aux EPCI, à la collectivité? Quelle sera la quantité d'or et comment nous pourrons percevoir notre fiscalité? Donc ce sont des débats qui ont lieu. Donc pour l'instant, on n'est pas, j'ai donné une position, mais on n'est pas ni en allégeance, ni en subordination. La question, c'est qu'aujourd'hui, j'attends des réponses. Nous allons, nous aussi, provoquer une réunion avec le monde économique, le monde des socioprofessionnels, de façon à ce que, véritablement, ce soit un débat de la Guyane. Par contre, ce que j'ai demandé, pour l'instant, c'est que le débat soit démocratique et qu'il soit ouvert. Combien la CTG est prête à investir dans ce projet? Ce sont les fiscalistes, les économistes, les cabinets qui m'entourent qui vont le dire. Pour l'instant, prenons le cas du pétrole. Nous avons fait une simple convention de 10 millions uniquement pour le décret qui sera signé par le président de la République. Ces 10 millions vont permettre de mettre en place un fonds de développement, une espèce de société à capital risque, où les sociétés guyanaises pourront répondre comme à une banque guyanaise. Une fois qu'ils auront découvert l'or, il va y avoir 10 autres millions qui vont tomber. Mais cet argent, ce ne sont pas des miettes, c'est la partie qui est hors des recettes fiscales, hors des retombées en termes de société, hors des plus-values. C'est juste ce qu'on appelle la redevance d'entrée sur le territoire de la Guyane. Donc ce sont les mêmes points qui vont être posés au niveau donc, de la Montagne d'Or, de façon à ce que les Guyanais comprennent que ce sont nos filières économiques. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de l'or, du pétrole, ça peut être le bois, ça peut être l'agriculture, ça peut être la biodiversité. Mais dans un pays comme la Guyane, à 37% de chômage, avec un pays avec autant d'insécurité et de délinquance, il est important qu'on se pose la question sociétale. Et il faut que tous les Guyanais, tous ceux qui habitent ce territoire, se positionnent en pour ou en contre. Si vous permettez, vous parlez de formation tout à l'heure, mais est-ce que les Guyanais sont suffisamment, les jeunes Guyanais en tout cas, sont suffisamment formés pour intégrer ces filières, pour le pétrole et pour leur paillage également? Je vous rappelle qu'à une époque, nous avons lancé une formation pour le pétrole. Il y a à peu près 5 Guyanais qui sont partis de Guyane, qui sont maintenant installés ou qui travaillent dans des sociétés offshore. Par contre, pour la question minière, donc la Montagne d'Or, nous avons trois opérateurs pour l'instant. Alors donnons les noms et soyons totalement transparents. Il y a M. Olicher qui se positionne sur tout ce qui est la conduite de camions, la conduite de grues, etc., sur les fonds européens. C'est un dossier, j'espère, qui va aller jusqu'au bout. Il y a le RSMA qui travaille sur une première tranche de la jeunesse, sur, on va dire, les métiers de base. Et puis, il y a une troisième tranche qui va se mettre en place au niveau de l'université pour arriver sur la question de géologie, etc. Et mais à terme, mais c'est de l'emploi local. Non, ce n'est pas vrai. Quel pourcentage aujourd'hui de l'emploi local? Pour l'instant, on part à 700 emplois au niveau local. Et à terme, quel pourcentage sur la totalité des emplois que vont ouvrir ces secteurs? La logique voudrait que cette mine d'or, sur environ 10 ans, aille à peu près à 1500 emplois. Pour l'instant, on part sur 700. Mais il y aura automatiquement des retombées sur le commerce, sur les magasins, etc. La question, c'est que... Qui représente juste 5% peut-être mais vous prenez ces chiffres-là d'où? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que ça représente exactement? Quel pourcentage de l'emploi local dans les emplois? Nous n'avons pas encore tous les chiffrages. C'est pourquoi je vous dis... Est-ce qu'on a une idée à peu près actuellement? Non. Aujourd'hui, nous avons 37% de chômeurs. Si nous arrivons aujourd'hui à placer à peu près 7%, 8% de jeunes sur les métiers de la filière aurifère, je crois qu'on aurait eu une première amorce. Aujourd'hui, j'aurai bientôt des propositions à faire dans le cadre du bois. Je rappelle que je reviens
de Médétom avec 3,5 millions qui sont actés pour la surcompensation des coûts au niveau du bois. Un bois labellisé, un bois reconnu, un bois qui est vendu, qui est exporté, et surtout un bois qui maintenant couvre pratiquement le territoire en termes de construction. Donc ce sont ces choses-là. La question, c'est que le débat, il est tronqué. On n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas à se faire confiance. Justement, est-ce qu'aujourd'hui on peut réussir, vous parliez de débat serein, est-ce que c'est possible avec tout ce qu'on sait de faire un débat serein autour de la montagne d'or? Je suis fort content d'avoir, en venant chez vous, écouter à la radio et d'avoir entendu qu'à l'IMAPO, il y avait un débat très serein où les pour ou les contre pouvaient changer. C'est tout ce que l'on demande. Et après, s'il le faut, on en tire un vote et puis on décide pour la Guyane d'avoir une filière. Mais on ne peut pas aujourd'hui nous occulter, nous tronquer un débat qui peut être d'abord démocratique et de proximité. Si vous voulez bien, on va passer à un autre volet, celui de l'anniversaire de la signature de l'accord de Guyane le 21 avril dernier. Les Guyanais se sont battus très fort, on était tous là, on l'a vu, pour obtenir cet accord de Guyane. Et aujourd'hui, beaucoup considèrent que rien n'a changé au bout d'un an, ni sur le plan économique, ni sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous avez un message à leur délivrer face à cette inquiétude? Mon message, il est simple. C'est d'abord de faire confiance aux élus. C'est d'abord de se réconcilier. C'est d'abord de prendre le temps de s'asseoir autour d'une table et de regarder chaque ventilation qui est faite. Pour ma part, aujourd'hui, je n'ai aucune amertume de dire que sur la partie concernant le territoire de la Guyane et relevant de la collectivité régionale, nous sommes à plus de 95%. Les 53 millions ont été accordés, les 30 millions de Mme Girardin ont permis de boucler le budget, les 250 millions pour les collèges et les lycées. Je reviens de Monsineri, où avec le maire de Monsineri, nous avons acté le prochain collège de Monsineri, qui devra fin 2019 sortir. Première fois en 10 ans, une revendication de Monsineri, de la population, de son maire, pour avoir un collège. Donc, il faut se faire confiance et prendre le temps. Par contre, aujourd'hui, on a pratiquement acté 1,5 milliard. Donc, il en reste encore 2 milliards. 80% du plan d'action, selon la ministre des Outre-mer. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre rôle est d'amener les projets. Donc, nous parlons de la santé, nous parlons du numérique et nous parlons du désenclavement. Eh c'est au fur et à mesure. Moi, je peux déjà, sans aucune prétention, annoncer que le bouclage du financement qui va être fait pour le très haut débit pour l'Ouest, notamment Saint-Laurent, Charvin, Mana, il fait partie des accords avec M. Macron quand il a annoncé les 40 millions pour le satellitaire. Je reviens, pas plus tard d'hier, de Mana et de Saint-Laurent, où j'ai annoncé à chaque collège le bouclage qui va être fait sur le très haut débit. Donc c'est ces choses-là que je vais pratiquement tous les 2 mois rencontrer les collectifs, associations ou autres pour expliquer l'évolution qui est faite. Mais s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas ce rapport de solidarité, on ne pourra pas aboutir. Un an après, sur la sécurité et le développement économique, le ressenti, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, c'est en cours. Vous venez me le dire. Non, mais c'est faux ce que vous dites. C'est faux. Je ne sais pas où vous prenez vos chiffres, mais ils sont faux. C'est pas des la chiffres. Guyane a une croissance économique de 2,3. Le seul problème qu'il y a, c'est que la croissance démographique et le problème de l'immigration illégale vient léser. C'est vrai que notre pays, aujourd'hui, est le seul département de France à être en dégression par rapport aux fonds européens. Mais c'est faux. Selon les témoignages des chefs d'entreprise. Amenez-les-moi. Parce que quand on vous sortira la grille de ce qui va être fait au niveau de l'OIN pour les constructions sociales, quand nous-mêmes nous annonçons qu'on va sortir 4 collèges, dans l'immédiat, 4 collèges et pratiquement 3 lycées sûrs. Je me rends la semaine prochaine auprès du maire de Saint-Georges pour lui annoncer la construction du collège et du lycée de Saint-Georges. Donc c'est quand même des choses qui vont sortir. Et moi, si ces entreprises répondent au seuil des marchés, au coût des marchés, moi je peux vous sortir le tableau des petites entreprises qui, à l'heure actuelle, répondent aux différents marchés de la CTG. Parce que parallèlement aux constructions qui sont faites, je parle en termes d'innovation, en termes de construction, nous avons près de 20 millions d'extensions et de réhabilitation. Le seul collège Bouillet d'Angoma de Saint-Laurent, c'est 10 millions d'euros. Ça veut dire qu'on construit à l'intérieur d'un collège pratiquement un neuf. Donc il ne faut pas qu'on vous dise que la crise. Et puis en dernier ressort, il n'y a pas que la CTG. Il y a aussi la part de la commande publique de l'État, la part de la commande publique de l'hôpital, de l'armée ou autre. Donc il est temps peut-être qu'un jour, on puisse s'asseoir autour d'une table, qu'on regarde les chiffres, qu'on regarde le calendrier, ce que d'ailleurs on a commencé avec la fédération du BTP. Aujourd'hui, on a signifié un véritable accord, une traçabilité des chantiers qui vont sortir.
Passons au phénomène des sargasses. Merci pour vos réponses au phénomène des sargasses qui sévissent en ce moment en Guyane, mais aussi en Martinique. Une délégation antillo-guyanaise est partie rencontrer l'équipe du ministère de l'écologie. Une aide est promise. Où en est-on aujourd'hui par rapport à cette aide? Alors, Madame la ministre a annoncé à peu près 1,7 million d'euros pour l'ensemble des départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il est certain que la question maintenant de l'indemnisation, des remboursements, ça va être beaucoup plus long, il faudra préparer cela, on va dire, sur le plan administratif, mais le premier débouché a quand même eu lieu. Il fallait qu'on la rencontre. Bon, il aurait été encore plus intéressant que M. Hulot soit présent. Nous avons accepté de facto, on va dire, la présence de son directeur de cabinet, mais je pense que sa présence même sur nos territoires aurait été significative. Maintenant, je vais me rapprocher donc, des marins-pêcheurs pour voir avec eux les modalités en termes de remboursement ou d'indemnisation. Très bien. On arrive à la fin de l'entretien avec plaisir. Mais c'est juste la dernière question au sujet de l'élection demain du CESEC qui remplace à la fois les deux conseils économiques, Conseil économique et social et environnemental, le Conseil de l'éducation et culturelle. Deux candidats s'affrontent, Ariane Fleurival et Jean-Pierre Bacot. Pour vous, le CESEC est-il juste vraiment un rôle de contre-pouvoir ou juste une boîte d'enregistrement? Je vous remercie pour cette question parce que pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une assemblée consultative qui fait corps, qui fait famille avec la CTG. Ce sont des personnalités qui ont été désignées par leurs collèges respectifs et qui sont appelées à donner un avis, notamment sur le budget, sur les schémas d'orientation, sur la fiscalité. Et moi, j'estime que nous appartenons au même corps, au même territoire, et nous ne sommes pas là pour contredire ou pour appesantir l'un ou l'autre. Il s'agit de créer ce lien qui permette d'apporter finalement de vraies solutions au territoire. Ils ont même un pouvoir d'autosaisine, et j'espère que l'Assemblée va fonctionner ainsi. En tout cas, pour ma part, depuis la région Guyane en 2010, j'ai eu d'excellents rapports avec les uns et avec les autres, et on a pu voir aujourd'hui l'achèvement des travaux qui ont été réalisés. Merci Rodolphe Alexandre, président de la CTG, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Restez avec nous pour la phrase du jour qui est celle de Gabriel Serville. Selon lui, le gouvernement s'apprête à décider du reversement de l'intégralité des recettes au bénéfice de la Guyane, des recettes qui correspondent à l'argent généré par la vente de l'or saisi sur les sites d'orpaillage clandestins. Jusqu'à présent, l'État avait toujours refusé d'envisager le versement de ces sommes. Dans une vidéo diffusée sur un réseau social, Gabriel Serville soutient que le gouvernement compte désormais répondre favorablement à la demande des élus guyanais et de la population. Donc, ces recettes, selon les années, pourraient correspondre à plus d'1 demi-million d'euros. Dans le reste de l'actualité, un mot sur la réforme de l'université. Alors que les étudiants opposés à la réforme ont été évacués ce matin des bâtiments universitaires de Nancy et de Metz, c'est le calme plat au campus en Guyane. Ici, la seule filière, administration et économique ainsi que sociale, devrait être impactée par cette réforme qui prévoit notamment des orientations renforcée au lycée et la fin des tirages au sort. Les étudiants interrogés par Gaël Wassim ne se sentent pas concernés par cette grogne, même s'ils comprennent l'opposition à cette réforme. Regardez son reportage. Les avis sont mitigés pour les étudiants de l'Université de Guyane sur la mobilisation nationale d'une dizaine d'universités de l'Hexagone. Pour rappel, la réforme ORÉ, orientation et réussite des étudiants, comprend entre autres une sélection à l'entrée de leur cursus universitaire seulement lorsque les quotas sont atteints. Je pense que ça pourrait impacter toutes les universités. Parce qu'en fait, effectivement, le gouvernement a des objectifs, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les bacheliers soient affectés à un établissement, réduire le taux d'échec. Néanmoins, on a une sélection à l'entrée. Donc une sélection qui sera basée sur des critères qui sont encore flous pour les étudiants et des critères qui sont discutables pour certains. Il reste beaucoup de filières qui ont peu d'étudiants. Donc je pense que l'Université de Guyane ne serait pas touchée peut-être dans les années à venir, mais sur du long terme, la sélection peut poser problème. Pour certains, cette loi peut avoir un aspect bénéfique, mais d'autres défis sont encore à prévoir. Elle termine en fait un processus entre le lycée et les études supérieures. En fait, elle va définir toutes les règles qui vont permettre aux étudiants d'avoir leur chance ou pas
d'aller dans l'école qu'ils désirent. On ne va pas refuser plus d'étudiants que l'année dernière avec cette loi-là. Il faut juste savoir que nous, à l'université, voilà, on a 400 places de plus qui vont ouvrir pour des étudiants. Les défis en Guyane, ce n'est pas 400 places par an, c'est beaucoup plus. Ce n'est pas cette loi-là qui va empêcher ou qui va faire avancer les choses. Ça va être le travail qu'il y a derrière. Le travail qui va permettre d'agrandir le campus de Guyane. Pour le vice-président des étudiants, l'inquiétude est tout autre sur les critères de sélection encore indéterminés et le nouveau mode de fonctionnement du monde universitaire. Du moment où le quota est dépassé, l'université va choisir sur des critères qui peuvent être discriminatoires, puisque ces critères sont privés, donc on ne peut pas savoir la nature des critères qu'ont retenu les universités, ce qui provoque justement beaucoup de colère. Ce qui va nous toucher, c'est une autre partie des réformes, puisque ça touchera tout le monde, c'est l'orientation sur les nouvelles maquettes. Ils veulent concevoir des maquettes en 3 formules, des maquettes sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. 2 ans pour les formations d'excellence, former les étudiants plus vite, 3 ans une formation classique, et 4 ans une formation de remise à niveau pour les étudiants en difficulté, qui ne maîtrisent pas la langue, qui n'ont pas les compétences du domaine, et ça sera une formation étendue. Il n'y aura pas de mouvement des étudiants guyanais qui, rappelons-le, ont pris part au mouvement social de mars et avril 2017 qui leur ferait perdre une année supplémentaire. Un mot de santé. Aujourd'hui, 25 avril, c'est la journée internationale de lutte contre le paludisme. Cette maladie provoque environ 216 millions de cas et 445 000 décès par an à l'échelle mondiale. En Guyane, le nombre de cas de paludisme a nettement diminué au cours des 10 dernières années, passant de plus de 3 000 cas en 2008 à environ 600 cas en 2017, principalement dans l'Est et dans le Haut-Maroni ainsi qu'en forêt. L'Agence régionale de santé rappelle à cette occasion les précautions d'usage pour éviter la maladie, notamment la protection contre le moustique responsable par des moustiquaires et des vêtements couvrants par exemple, et en cas de fièvre de consulter rapidement votre médecin. Dans le reste de l'actualité, plomb, métaux lourds, pesticides, une douzaine de substances toxiques sont présentes dans nos assiettes, selon une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation. Les produits issus de l'agriculture biologique sont-ils la solution pour garantir aux enfants une alimentation saine? Chrysler Phillips a posé la question à la chef Précipitoula et aux enfants également pour voir ce qu'ils souhaitent dans leurs assiettes. Regardez son reportage. Les produits bio prennent de plus en plus de place dans les habitudes de consommation des Guyanais et dans les étals de nos supermarchés. Mais s'ils sont conseillés pour les adultes, les enfants, dont le système est encore en développement, peuvent-ils se laisser tenter par la mode du bio? Les supporters de ce type d'alimentation mettent en avant l'absence d'additifs et de produits chimiques, des caractéristiques qui sont les principaux atouts de la nourriture biologique. Alors je les fais surtout prendre conscience que le bio, surtout le bio, parce que le bio, maintenant, on est appelé à se donner, à revenir sur le bio, hein, puisque, bon, maintenant, que voulez-vous, hein, c'est... Tout ce qu'on mange est rempli d'additifs, de conservateurs, de rehausseurs de goût, et c'est pas toujours bon pour la santé. Les plus petits, quant à eux, ne sont pas en reste. Bien conscients des bienfaits de l'alimentation bio, ils ne se font pas prier pour déguster des plats qui, selon eux, prennent soin de leurs papilles, mais aussi de leur santé. J'ai appris que les bio avaient aussi leur goût et que ça nous permettait par exemple, que notre ventre a une meilleure digestion et c'est bon pour la santé. Le bio, qui participe aussi à la protection de la biodiversité des plantes et des animaux, semble avoir de beaux jours devant lui. Affaire à suivre. Et c'est ainsi que se referment ces tranches d'informations. Tout de suite, je vous rappelle les titres que nous avons développés. Les chasseurs, toujours opposés à l'instauration du permis de chasser en Guyane, ils souhaitent une carte de chasse plus flexible et selon eux, plus adaptée aux réalités guyanaises. Ils en ont parlé ce matin aux parlementaires. Pas de grogne contre la réforme de l'université chez nous en Guyane. Si les étudiants comprennent les raisons de l'opposition, ils ne se sentent pas directement concernés. Nous en parlions. Et puis, un mot d'alimentation. Dans ce journal, les enfants aiment-ils les aliments bio, véritable rempart contre la malbouffe ou simple effet de mode? Nous en parlions dans notre édition.
Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Très bonne soirée à vous sur ATV Guyane.